Et ce mec-là, il est en. Il est. Enfin, je suis pas très bien compris parce que c'est pas trop mon truc, mais genre en prépa intégré pour une école d'ingénieur. Il est genre giga de droite, il est giga activiste pour Zemmour et tout. Merci Fatmit, merci. Il est genre vraiment hyper de droite, il est GZ, donc Génération Zemmour, il a été militant, il a été activiste pour la campagne d'Éric Zemmour. Il a jamais eu le moindre problème, alors que le mec il est hyper actif et tout, il est même à la cocarde. Non, je connais pas le nom de son école, il me l'avait dit, mais j'ai complètement zappé. Il y a trop d'écoles à Lille, franchement. Et ouais, il est à. Du coup, comme c'est pas du tout politique, en fait, les gens, ils s'en foutent, mais royalement. Et c'est là où on se rend compte, nous, les connards politisés, on n'arrête pas de parler de politique à longueur de journée. On se rend pas compte que, en dehors de nos bulles, il y a un monde où les gens, ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent. La plupart des gens s'en foutent de la politique. En France, on est plus politisé que les autres, mais la plupart des gens s'en foutent de la politique. Donc les analyses marxistes en mode oui, vote de classe, machin truc, vous foutez ça à la poubelle. La plupart des gens s'en foutent complètement. Malheureusement, comme le disait un mec dont je me souviens plus, si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. C'est le pays réel en fait. C'est le vrai pays. Et désolé si je suis un peu insistant avec ça, mais les gilets jaunes, c'était ça. D'ailleurs, je comprends pas comment ça n'alerte pas plus les élites en place, puisque les gilets jaunes, c'était des gens qui n'en avaient rien à foutre de la politique, qui sont descendus dans la rue parce qu'ils avaient faim. Quand ça arrive, ça veut dire que c'est la merde. Ils sont descendus, ils ont manifesté parce qu'ils avaient plus d'argent pour nourrir leurs gosses. Ça, c'est le pays réel. Je suis très fan des gilets jaunes, honnêtement, et je trouve ça un peu dommage le fait que ça ait pas eu plus d'autres succès que ça. C'est que les gilets jaunes ne pouvaient pas être une révolte, ils ne pouvaient pas être une révolution. Le fait qu'il manquait de politisation, c'était un argument. Sauf qu'en guise d'argument marketing, ça marche bien. Sauf qu'il n'y a pas de révolution sans doctrine. Ça, c'est un peu la propagande de l'école républicaine. On essaie de nous faire croire qu'une révolution éclate quand les gens ont faim et qu'ils en ont marre du pouvoir en place. C'est rien de plus faux, c'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé que des gens renversent le pouvoir, prennent le pouvoir eux-mêmes, instaurent un nouveau type de régime, juste parce qu'ils ont la dalle et qu'ils en ont marre. Non, quand tu as faim, au contraire, quand tu as faim, c'est l'État qui a encore plus de chances et d'opportunités pour t'opprimer. Regardez juste l'URSS. Dans certains pays en URSS, c'était la famine. L'Holodomor, par exemple, en Ukraine, qui a été orchestré, selon moi, volontairement par Staline. Et même dans les goulags, les gens ont super faim. Mais ils ne se révoltent pas. Parce que leur maître, c'est aussi celui qui leur donne de la bouffe. Donc, les gens ne se révoltent pas parce qu'ils ont faim. Mais là, pour les gilets jaunes, ils se sont pas révoltés. Ils ont juste manifesté de manière pacifique. Il y avait des casseurs, et je suis convaincu qu'il y avait une bonne partie des casseurs qui étaient envoyés par la police eux-mêmes, en gros des infiltrés. Et le pouvoir en place a eu c'est pour ça, la doctrine. La doctrine avant tout. Il faut éduquer les gens à pouvoir penser par eux-mêmes, à pouvoir développer par eux-mêmes les idées qui leur correspondent le plus. La doctrine. L'État a intensifié la répression policière, comme ça on allait parler que de ça. Didier Lallemand s'en est beaucoup plus pris que Macron pour le coup. Ils se sont mis à dos le peuple à force de les bloquer, oui. En vrai, quand m'a expliqué les familles qui coïncident avec 1789, 1848, 1917, 1918, je pense que cela joue un rôle mais que ce n'est pas le seul facteur. Et 1830, les exemples sont légion. Alors, on va aller point par point. 1789, c'était pas le fait qu'il y avait plus un rond et que les gens en supportaient plus le prix du pain, c'était juste un prétexte. On a des écrits de Malesherbes, de Mirabeau, qui disent noir sur blanc, le peuple a faim, on va l'utiliser pour renverser le pouvoir. En 1789, il y avait cette élite qui était prête à prendre le pouvoir. On dit que c'était les francs-maçons, c'est faux. Les francs-maçons en 1789 étaient en sommeil depuis plus d'une décennie. C'était la petite noblesse. Pas la bourgeoisie, la petite noblesse urbaine qui allait devenir la bourgeoisie par la suite. La petite noblesse urbaine qui était acquise à des idées libérales, à des idées nationalistes, qui a profité du fait que le peuple avait faim pour renverser le pouvoir
pour instaurer une monarchie constitutionnelle et ensuite couper la tête du roi quand ça partait complètement en couille. Donc 1789, le fait qu'il y avait la faim, ce n'était pas une cause de la révolution, le fait que le peuple avait faim, ce n'était pas une cause, c'était une arme. 1848, là c'était différent. 1848, c'était l'exemple typique d'une révolution parisienne qui éclate partout en Europe. C'était vraiment, on appelle ça le printemps des peuples, donc je te fais pas, mais partout en Europe il y avait plein de révolutions. Et ça c'était, on va dire, contre l'ancien régime, les monarchies d'ancien régime qui se pétaient complètement la gueule. Et là encore, en 1848, il y avait une élite, donc là pour le coup qui était une élite lettrée, bourgeoise, qui avait été dans les universités, qui avait été en Lausanne, donc des républicains, qui étaient là, qui étaient prêts. Ça faisait depuis 1830 justement, tu en parles après, 1830, c'était le moment où les républicains étaient prêts à prendre le pouvoir, mais le peuple ne voulait pas se détacher de l'image du roi, parce que en 1830, tu avais encore des gens qui avaient connu la terreur, qui avaient connu la révolution et tous les travers que ça emmenait. Du coup, ils se disaient, non, pas de république, nous on veut c'est pas qu'ils ont dit non à la république, c'est que ils ont pas dit non au roi, ils ont approuvé le nouveau roi. Donc ça c'était 1830, 1848, donc l'élite qui a manqué son coup en 1830, cette même élite bourgeoise républicaine a pris pouvoir. Une des preuves, c'est que du coup ils ont instauré la seconde république, immédiatement, suffrage universel. Parce que le suffrage universel, c'était faut pas croire, c'est vrai que les gens s'en foutent de la politique, même surtout à l'époque, mais le suffrage universel, t'avais de plus en plus de gens qui comprenaient pas qu'ils avaient toujours pas le droit de vote. Et ça, c'était pas vraiment les gens qui s'en sont rendus compte, c'était dans les villages, t'avais des notables. Donc le notable, c'était soit le médecin du village, soit l'avocat du village, l'homme lettré, politisé, qui faisait des allers-retours à Paris, donc qui rapportait et qui lisait le journal à son petit village. Ça, c'était le notable, c'était eux qui avaient énormément de pouvoir politique. Donc, avant 1848, donc t'avais le notable qui disait moi je vote parce qu'il y a le suffrage censitaire, j'ai suffisamment d'argent pour voter, mais ce serait bien que vous puissiez voter vous aussi. Hein. Donc là, c'était eux qui ont propagé ce sentiment-là. Je vais pas, donc 1848, et 1848, c'était tellement faible, en fait, il y avait tellement, structurellement, c'était tellement n'importe quoi, que du coup, 3 ans après, il y avait le Second Empire, du coup, coup d'état de Napoléon III. L'année 1836, c'était une des années où il y a le culte de Napoléon qui a recommencé à... Et justement, quand je vous parle d'élite, le culte de Napoléon, c'est vraiment à partir de 1836 où, en gros, on vendait des bustes de Napoléon comme aujourd'hui on vend des figurines pop. On les vendait aux gens, il y avait plein des insignes de Napoléon, t'avais des pièces frappées à l'effigie de Napoléon, t'avais plein des objets du Premier Empire qui commençaient à être à la mode. Pourquoi ? Parce qu'en 1836, t'avais des gens qui n'avaient pas forcément connu l'Empire, ou alors qui étaient enfants pendant l'Empire, on leur a raconté des trucs de fou sur Napoléon, ils se sont imaginé un truc incroyable. C'était le moment où Napoléon III était prêt à revenir au pouvoir, et t'avais une grosse élite, et surtout niveau militaire, donc on surestime un peu, mais niveau militaire, c'est vrai que t'avais une bonne partie de l'armée qui était prête à le soutenir. Et ça rejoint ce que je disais dans ma dernière vidéo, vraie vidéo, pas la rediffusion du live, c'est que souvent, le facteur décisif, c'est l'armée. Transition parfaite pour 1917. C'est vrai qu'en 1917, il y avait des famines. Mais les famines, en Russie, à l'époque, ça faisait depuis 1899 qu'il y avait des famines non-stop. En 1905, il y avait des émeutes. C'était surtout des darons, mais après, t'as l'armée qui s'est impliquée. Et plus l'armée s'est impliquée dans les révoltes, dans les émeutes, plus le coup d'état de Lénine, donc la révolution russe, la révolution d'octobre, a eu du succès justement parce qu'il était soutenu par l'armée. Parce que l'armée progressivement a décidé de se ranger du côté de la gauche. D'abord c'était les socialistes et ensuite c'était les bolcheviks. La révolution de février qui a lieu en mars et la révolution d'octobre qui a lieu en novembre. Voilà, ça c'était des exemples de ce que je vous dis. C'est que l'élite justement en 1905 il n'y avait pas de possibilité de faire une révolution, même si c'était l'année où en Russie tout a failli péter alors que le pouvoir tsariste a résisté 12 ans plus tard. Pendant 12 ans, pardon. Pourquoi ? Parce que l'élite était bien persécutée comme il faut par le tsar, et ensuite ils se sont calmés, ils sont revenus. En 1917, ils étaient là, ils étaient prêts à prendre le pouvoir, ils étaient soutenus par l'armée. En 1918, j'imagine que tu parles de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est aussi le contexte de l'échec de la Première Guerre mondiale. Et ce qui a été décisif en Allemagne, de base, c'était pas censé être une révolution. Les républicains, donc contre le Reich, étaient là
Ils étaient prêts à prendre le pouvoir. C'était encore une fois une bourgeoisie urbaine en 1918. Donc c'était le SPD, donc le Parti socialiste, qui était aidé par les spartakistes et par les syndicats. Ils étaient prêts, mais 1918, c'est juste qu'ils ont, c'était une contagion directe de 1917 de la révolution russe, où en gros, et ça a été, ce qui a été décisif là-dedans, c'est que bon, déjà, tu avais pas mal de désertions, vu que l'armée allemande a été complètement en déroute depuis des mois. Ce qui a été décisif, c'est des marins. C'est des marins en Allemagne, donc c'est pas des marins, des officiers de la marine, qui se sont rangés du côté des ce qui allait être plus tard les révolutionnaires, qui étaient censés juste être une grève de base. Donc oui, la famine, la famine, ce n'est pas un facteur décisif, c'est plus un outil, c'est plus une arme que l'élite va utiliser pour prendre le pouvoir. Il est bientôt 22h, ça va être l'heure de mon porno. Bonne soirée à tous, merci pour le mal. Profite. J'ai une sacrée mémoire. Bah, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin sur Napoléon III et en fait, là, je suis dans le chapitre. Non, j'ai une mémoire de merde. Hein. C'est juste que là, je suis dans le chapitre où le mec explique pourquoi le coup d'État de Napoléon III a été fait avec assez peu de résistance au final. Une des raisons, c'est que bah, Napoléon III, c'est là où on peut on va dire des trucs aux détracteurs républicains qui n'aiment pas, dont Victor Hugo qui n'aime pas Napoléon III, c'est que Napoléon III il a fait pas mal de plébiscites et dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait un plébiscite pour dire est-ce que vous soutenez l'Empire ou pas. Bien sûr les gens, grosse majorité de oui. Et plus tard, il a déclaré je sais pas combien de millions 20 millions de Français viennent de m'absoudre. En gros, j'étais républicain, je sais que j'ai commis une erreur, enfin pas une erreur, enfin, je sais que j'ai commis un péché. Mais vu que le peuple me soutient, parce que Napoléon, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, il disait en gros, ouais, j'en ai rien à foutre de votre république de merde, moi ce qui compte c'est le peuple.